Fin 1974, à Paris, une annonce foudroie le sport automobile français. Quelques mois seulement après une troisième victoire consécutive aux 24 heures du Mans, Jean-Luc Lagardère déclare le retrait total et définitif de Matra de la compétition. Dans les ateliers de Vélizy, les mécaniciens doivent soudainement ranger le moteur V12 de 3 litres qui vient de dominer le monde de l'endurance. Les chiffres défient la logique d'un abandon. 3 triomphes au Mans en 1972, 1973 et 1974 et des blocs capables de hurler à plus de 10 000 tours par minute pendant 24 heures sans céder. C'est le paradoxe absolu. La France vient enfin de construire un moteur capable d'écraser la concurrence internationale et elle décide de le débrancher au sommet exact de sa puissance. Les ingénieurs perdent leur programme et le public perd un son strident devenu patrimoine national. Mais la véritable histoire du V12 Matra n'est pas seulement celle d'un retrait soudain. C'est l'histoire d'une machine qui a appris à la France comment sonnait l'ambition absolue, avant que le monde de la course ne devienne trop étroit pour la contenir. Chaque semaine, nous racontons les histoires des moteurs français, des usines, des ateliers et des noms industriels qui ont un jour appris au pays comment pouvait sonner la puissance et ce qui s'est passé lorsque le monde a avancé. Abonnez-vous si cette histoire compte pour vous. L'histoire ne commence pas avec la nostalgie, mais avec un lieu précis, à Vélizy en 1967. L'histoire ne commence pas sur un circuit, mais dans l'atmosphère froide et clinique de l'industrie de l'armement et de l'aérospatiale. En 1967, la France traverse une crise de fierté mécanique. Sur les routes du pays, les usines produisent des millions de voitures fiables, économiques et populaires, portées par des moteurs modestes qui font rouler la nation entière. Mais sur les pistes du monde entier, là où la puissance brute définit la hiérarchie des nations et prouve l'excellence industrielle, le silence français est assourdissant. La Formule 1 et les 24 heures du Mans sont alors totalement confisqués par les moteurs italiens de Ferrari, les colosses américains de Ford et la précision de l'ingénierie britannique avec Cosworth. La France, pionnière de l'automobile, n'a plus de grands moteurs de course capables de porter ses couleurs au plus haut niveau international. Jean-Luc Lagardère, un jeune patron charismatique à la tête de Matra, une entreprise d'avant-garde spécialisée dans l'aviation, l'armement et les missiles, décide que cette absence est inacceptable. Matra sait déjà construire des fusées, maîtriser la fibre de verre, plier l'aluminium et repousser les limites de l'aérodynamique. Mais Lagardère sait pertinemment qu'une voiture de course sans un véritable moteur national n'est qu'une carrosserie vide, une simple illusion de puissance. Il veut conquérir le Mans et la Formule 1 sous une bannière entièrement française. Pour cela, il lui faut concevoir un cœur mécanique exclusif, capable de délivrer une puissance terrifiante. Le problème n'était pas seulement de dessiner un moteur à partir d'une feuille blanche, c'était de trouver l'argent et l'expertise pour le construire dans un pays qui avait perdu l'habitude des très hautes performances. C'est ici que l'État français et l'ambition nationale interviennent de manière décisive. Sous l'impulsion d'une politique cherchant à affirmer l'indépendance technologique du pays à tous les niveaux, la toute jeune compagnie pétrolière d'État, ELF, accorde à Matra un prêt colossal de 15 millions de francs. Ce n'est pas un simple accord de sponsoring sportif classique, c'est un mandat d'État, une commande politique autant qu'industrielle. La mission est claire et brutale. La France achète littéralement son retour au sommet du sport automobile. En échange de cet argent public, Matra doit impérativement construire un bloc 100% français. Mais l'argent, même en quantité astronomique, ne coule pas l'acier et n'usine pas les soupapes. Il fallait un architecte capable de transformer cette montagne de francs en chevaux-vapeur. Dans une décision qui surprend et déroute toute l'industrie automobile de l'époque, Lagardère ne débauche pas un sorcier italien exilé ou un spécialiste britannique des hauts régimes. Fin 1966, il fait appel à un ingénieur nommé Georges Martin. L'homme n'est pas une légende des circuits de Grand Prix. C'est un ingénieur de l'ombre, travaillant discrètement chez Simca à Poissy. Sa plus grande réussite jusque-là est le fameux moteur Poissy, un petit bloc de 4 cylindres extrêmement robuste, conçu pour démarrer tous les matins dans le froid, supporter les embouteillages parisiens, subir les négligences d'entretien et ne presque jamais tomber en panne. C'est le moteur de la France populaire, celui qui équipe des voitures familiales sans prétention. L'industrie s'interroge avec un certain mépris.
Comment l'homme qui a conçu un petit moteur utilitaire de 60 chevaux pour amener les enfants à l'école peut-il soudainement concevoir une arme de destruction massive pour affronter la mythique Scuderia Ferrari? Mais Lagardère a compris une vérité fondamentale de la course d'endurance. Un moteur de course, aussi brillant soit-il, n'est qu'un tas de métal très cher s'il casse avant la ligne d'arrivée. Georges Martin sait concevoir l'indestructible. À présent, il doit simplement y ajouter la fureur. Le cahier des charges qui atterrit sur le bureau de Martin dans les locaux ultramodernes de Vélizy, le centre de recherche technologique de Matra, en région parisienne, est vertigineux. Il doit concevoir un moteur V12, un moteur à 12 cylindres disposé en deux rangées en forme de V, offrant un équilibre naturel indispensable pour tourner très vite et réduire les vibrations destructrices. La cylindrée, le volume total déplacé par les pistons dans les cylindres, est strictement limité à 3 litres pour respecter la nouvelle réglementation internationale de la Formule 1 et du championnat du monde des voitures de sport. L'objectif de puissance, une mesure de la rapidité avec laquelle un moteur peut accomplir un travail, est fixé à 150 chevaux par litre, soit un total monstrueux de 450 chevaux. C'est une exigence ahurissante pour l'ingénierie de 1967. Pour atteindre un tel rendement atmosphérique sans l'aide d'un turbocompresseur, il n'y a qu'une seule solution physique viable. Le moteur doit respirer à une vitesse affolante. Le régime moteur, la vitesse de rotation des pièces internes, mesurée en tours par minute, devra frôler puis dépasser allègrement la barre vertigineuse des 10 000 tours. Au sein de l'usine de Vélizy, l'arrivée de Georges Martin et de son projet crée un choc culturel inédit. D'un côté, on trouve les techniciens de l'aérospatiale, habitués aux trajectoires mathématiques des missiles, au travail en salle blanche et au silence des bureaux de calcul. De l'autre, s'installe la réalité sale, brûlante, sonore et violente d'un moteur thermique, un moteur qui produit du mouvement en brûlant du carburant à l'intérieur d'un bloc de métal sous des pressions extrêmes. Martin choisit une architecture en V ouverte à 60 degrés, un compromis idéal pour la rigidité et l'encombrement. Il dessine un carter, l'enveloppe métallique inférieure qui protège les pièces vitales et contient l'huile de lubrification, en alliage léger et d'une rigidité à toute épreuve. Il imagine un vilebrequin, l'arbre central massif qui transforme le mouvement vertical des pistons en une rotation continue, taillé dans les meilleurs aciers pour résister à des contraintes de torsion que l'Indus automobile française n'avait encore jamais affronté. L'ingénieur venu de Simca est en train de concevoir une horloge de très haute précision dont chaque composant, chaque soupape, chaque bielle doit survivre à un tremblement de terre continu pendant 24 heures. Les mois passent, on dit, le métal est coulé en fonderie, les premières pièces sont usinées avec des tolérances aéronautiques, et dans l'atelier compétition, les mécaniciens assemblent les blocs minutieusement à la main. Le projet est lourd, car le financement d'État pèse sur chaque coup de clé anglaise. Si ce moteur échoue, ce n'est pas seulement l'échec de l'entreprise Matra, c'est l'humiliation publique de toute l'industrie nationale française face au monde entier. Fin 1967, le premier prototype du V12, portant le nom de code MS9, est enfin monté sur le banc d'essai de Vélizy. Le banc d'essai n'est pas une piste ensoleillée. C'est une salle blindée, un bunker industriel bardé de capteurs, où le moteur est solidement fixé à une machine chargée d'absorber sa violence pour en mesurer la force brute. Dans cette pièce confinée, les techniciens lancent le démarreur et l'essence s'enflamme pour la première fois. Le bruit qui envahit soudainement le bâtiment ne ressemble absolument à rien de ce que la France a produit auparavant. Ce n'est pas le grondement lourd et caverneux d'un V8 américain, ni le rythme mécanique mesuré d'un moteur industriel classique. C'est un déchirement aigu, une fréquence de son stridente, presque insupportable pour les tympans non protégés, qui fait vibrer les murs de l'atelier. Le V12 réagit à la moindre sollicitation de l'accélérateur avec une agressivité immédiate, grimpant dans les tours avec le volume d'une soufflerie Aéron. Haut-tic en plein régime, les techniciens reculent d'un pas devant la violence de leur propre création. Georges Martin venait de créer un monstre de métal. Le bloc devant eux n'avait plus rien à voir avec les rues paisibles de Poissy. Il était infiniment complexe. Il était lourd, il allait exiger un entretien d'une précision maniaque et il allait dévorer des quantités astronomiques
de carburant hautement octané. La mécanique était prête sur les plans, mais la France devait encore découvrir si l'industrie aérospatiale pouvait vraiment donner naissance à un cœur de course. Au printemps 1968, le moteur quitte enfin le bunker blindé du banc d'essai de Vélizy pour affronter la lumière crue des circuits et la violence de la compétition réelle. Pour extraire l'incroyable puissance de 150 chevaux par litre exigée par le cahier des charges, l'ingénieur Georges Martin avait dû repousser les limites de la respiration mécanique. Son bloc de 3 litres devait avaler et recracher des volumes d'air gigantesques en une fraction de seconde. Pour y parvenir, il dota chaque cylindre de 4 soupapes, les petites portes métalliques qui s'ouvrent et se ferment des milliers de fois par minute pour laisser entrer le mélange d'air et de carburant, puis expulser les gaz brûlés. Pour commander ces 48 soupapes avec une précision chirurgicale, alors que les pistons frôlaient les 10 000 tours par minute, le moteur utilisait 4 arbres à cames en tête, des axes rotatifs équipés de profils excentriques complexes situés au sommet du moteur, qui dictaient le rythme d'ouverture mécanique avec une marge d'erreur quasi nulle. L'assemblage d'une telle horlogerie exigeait des dizaines d'heures de travail minutieux par des motoristes hautement qualifiés. Dans les ateliers, caler la distribution d'un V12 Matra devenait un rituel sacré, une tâche où le moindre millimètre de décalage pouvait provoquer l'autodestruction instantanée de la machine. Ce n'était plus de la mécanique automobile ordinaire destinée aux garages de province. C'était de la haute couture industrielle, une démonstration de force de l'aérospatiale française. Mais ce qui frappa la France et le monde entier de la course automobile, ce ne fut pas l'élégance des plans de Georges Martin ou la complexité de l'usinage. Ce fut la violence du son. Le système d'échappement, le réseau tubulaire brûlant, fait de spaghettis d'acier entrelacés, chargé d'évacuer les gaz sous pression hors du bloc moteur, avait été conçu de manière presque symphonique. Les ingénieurs de Matra avaient calculé la longueur exacte et la courbure des tubulures pour optimiser l'extraction des gaz à très haut régime. Le résultat fut un instrument de musique terrifiant. Lors des premiers essais publics, notamment lorsque la monoplace MS-11 prit la piste, le public et les mécaniciens des équipes adverses se figèrent. Le hurlement du Matra n'avait ni le grondement profond et gras des V8 américains, ni le chant métallique des V12 Ferrari. C'était un déchirement strident, aigu, qui vrillait les tympans et résonnait dans la cage thoracique, déchirant l'air bien avant que la voiture bleue n'apparaisse à l'horizon. Ce son à plus de 10 500 tours par minute devint instantanément l'empreinte vocale de la puissance nationale. Dans les tribunes des circuits européens, les spectateurs ne regardaient plus seulement une course automobile. Ils écoutaient la France rugir, affirmant brutalement sa résurrection technologique après des décennies de silence mécanique. Pourtant, sur la piste implacable de la réalité financière et chronométrique, cette ambition nationale se heurta de plein fouet à un mur de pragmatisme britannique. Au même moment, de l'autre côté de la Manche, la firme Cosworth, appuyée par l'immense puissance financière de Ford, venait de lancer le moteur DFV. Ce bloc allait devenir le cauchemar du V12 français. Le Ford Cosworth DFV était un V8 de 3 litres, beaucoup moins sophistiqué que le Matra, mais incroyablement compact, remarquablement peu coûteux à fabriquer et surtout redoutablement léger. Alors que le majestueux V12 Matra imposait un encombrement massif, une architecture large et un poids frôlant les 175 kg sur la bascule, le V8 britannique pesait près de 10 kg de moins et par sa conception compacte, pouvait servir de structure porteuse directe pour le châssis, améliorant drastiquement la rigidité des voitures anglaises. Pire encore pour Matra, le V12 français souffrait d'un appétit gargantuesque. L'injection mécanique, le système de pompe de précision qui force le carburant directement dans les conduits d'admission sous très haute pression pour nourrir le moteur à des régimes extrêmes, pulvérisait des litres d'essence à une vitesse affolante. Le V12 réclamait souvent plus de 45 litres de carburant aux 100 km en conditions de course. Pour avoir une chance de terminer un Grand Prix de Formule 1 d'une heure et demie, la monoplace Matra devait embarquer des réservoirs immenses et gonflés. Dans les premiers tours de course, alourdie par cette masse de liquide, la voiture française était pataude, luttant pour suivre le rythme des agiles monoplaces propulsées par le V8 Cosworth, qui consommait nettement moins.
Cette réalité technique brutale engendra l'un des paradoxes les plus étranges de l'histoire industrielle et sportive française. Pour atteindre son objectif de remporter le championnat du monde de Formule 1 en 1969 avec son pilote vedette, l'Écossais Jackie Stewart, Jean-Luc Lagardère dut prendre une décision difficile. Dans un pragmatisme froid, il accepta de mettre temporairement de côté la fierté nationale et fit monter le V8 Ford Cosworth britannique à l'arrière de son châssis Matra MS-80. La France gagna le championnat du monde, mais elle le fit avec un cœur étranger. Le V12 français, pourtant lourdement financé par l'État et brandi comme un symbole par Elf, n'était pas encore l'arme absolue capable de battre l'efficacité chirurgicale du DFV sur des courses courtes. Mais dans les ateliers de Vélizy, Georges Martin et son équipe d'ingénieurs n'avaient pas abandonné leur création. Si la Formule 1 récompensait la légèreté absolue et la frugalité, il existait une autre arène, bien plus ancienne, bien plus longue et infiniment plus cruelle, où le V12 pourrait exprimer sa véritable nature. Dans le monde de l'endurance, et particulièrement pour les courses de 24 heures, l'équilibre naturel des 12 cylindres, l'absence de vibrations destructrices à très haute vitesse et la robustesse presque militaire du carter dessiné par Martin prenaient tout leur sens. Le V12 Matra n'était peut-être pas taillé pour les virages étriqués de Monaco, mais il possédait l'allonge et la fureur nécessaires pour affronter les immenses lignes droites où l'accélérateur restait soudé au plancher pendant d'interminables dizaines de secondes. Les motoristes recentrèrent leurs efforts sur les voitures de la catégorie sport prototype. Ils ajustèrent les jeux de fonctionnement, renforcèrent les pompes à huile, étudièrent le refroidissement et préparèrent le bloc de métal hurlant pour un nouveau type de guerre d'usure. Le moteur avait trouvé sa voie et prouvé sa puissance en Formule 1. Mais pour devenir une véritable légende nationale, il devait survivre à l'épreuve la plus cruelle de France. En 1972, l'ambition de Jean-Luc Lagardère et du gouvernement français culmine enfin dans la Sarthe. Le grand cirque de la Formule 1 avait prouvé la brutalité et la puissance du V12 Matra, mais c'est aux 24 heures du Mans que l'ingénierie de Georges Martin allait véritablement rencontrer l'immortalité culturelle. Pour comprendre l'échelle de ce qui s'est joué au début des années 70, il faut regarder ce bloc de métal non plus comme une simple pièce mécanique, mais comme un monument absolu de l'effort industriel national. À Vélizy, dans le sein des saints du département compétition, l'activité est frénétique. Les mécaniciens en blouse blanche travaillent avec une rigueur militaire sur ces blocs moteurs, calibrant chaque pièce, équilibrant chaque vilebrequin et serrant chaque boulon avec une précision que la France réservait d'habitude aux hélicoptères Sud Aviation ou aux prototypes du Concorde. L'entreprise pétrolière d'État, ELF, verse des budgets faramineux pour s'assurer que les voitures bleues écrasent la concurrence étrangère. Le moteur V12 de 3 litres est alors installé au cœur de la Matra Simca MS-670, une barquette de course conçue spécifiquement pour fendre l'air de la vertigineuse ligne droite des Uno d'hier. Sur ce tronçon de route nationale de près de 6 km de long, bordé de pins et dépourvu de chicanes, le moteur restait à pleine charge, l'accélérateur cloué au plancher, forçant l'admission maximale d'air et de carburant, pendant près d'une minute entière à chaque tour. La vitesse de pointe de la voiture dépassait allègrement les 320 km à l'heure. Pour le métal, les bielles forgées et les 48 soupapes, c'était un supplice métallurgique absolu. Imaginez une horloge de très haute précision qu'on forcerait à battre à plus de 10 000 tours par minute, tout en la jetant dans une fournaise ininterrompue pendant 24 heures. Le moindre défaut de fonderie, la moindre imperfection microscopique dans l'alliage du carter, et le moteur exploserait en direct sous les yeux de toute une nation, arrachant la carrosserie et anéantissant l'investissement politique de l'État. Mais la création de l'ingénieur Georges Martin, l'homme du moteur Poissy, refuse de céder. Le 11 juin 1972, sous une pluie battante et devant un public français en transe, la Matra MS-670, pilotée par le français Henri Pescarolo et le britannique Graham Hill, franchit triomphalement la ligne d'arrivée. La France n'avait plus remporté le Mans avec une voiture et un moteur 100% nationaux depuis plus de 20 ans. L'impact psychologique et culturel sur le pays est immense. Le V12 Matra n'est plus seulement un projet d'ingénieur commandité par l'État. Il devient instantanément l'incarnation physique de la grandeur retrouvée,
le joyau mécanique de toute l'industrie française. Dans une France où un moteur pouvait décider du caractère d'une voiture de course, de la fierté d'une usine aérospatiale, de la grandeur d'un programme d'État, de l'identité d'un constructeur comme Simca et de la ferveur de centaines de milliers de spectateurs massés le long d'une piste, la puissance n'était pas une abstraction. Elle était métal, carburant, travail, chaleur, bruit, entretien, risque, état, industrie et confiance. La nuit aux 24 heures du Mans, la puissance de ce V12 devenait une expérience sensorielle presque surnaturelle. Les spectateurs campés dans les bois humides près des virages d'Arnage ou de Mulsanne n'avaient pas besoin de voir les puissants phares percer l'obscurité pour savoir qu'une Matra arrivait. Le son du V12 se propageait à travers les arbres comme une onde de choc. Ce n'était pas un grondement sourd, c'était un hurlement de loup métallique, un cri strident, d'une fréquence incroyablement aiguë, qui semblait déchirer le tissu même de la nuit sartoise. Ce son résonnait directement dans la poitrine, faisait vibrer les tympans et trembler la terre sous les pieds des garagistes de province, des mécaniciens, des ouvriers d'usine et des passionnés venus de tous les coins de France. Ils venaient écouter leur propre ingénierie, conçue à Vélizy et abreuvée par Elf, vaincre les légendes de Maranello ou de Stuttgart. À cet instant précis, le son seul suffisait à justifier les millions de francs dépensés par le gouvernement. Le triomphe de 1972 ne fut que le premier coup de semonce d'une domination absolue, mais dans l'ombre de ce hurlement glorieux, la machine atteignait un niveau de sophistication qui allait bientôt exiger un prix terrifiant. La victoire originelle de 1972 n'était pas un accident isolé. L'année suivante, en 1973, l'arène sartoise devint le théâtre de ce qui est encore considéré aujourd'hui comme l'une des batailles mécaniques les plus féroces de l'histoire de l'endurance automobile. L'affrontement direct, total et impitoyable entre le V12 Matra, soutenu par la France, et le monumental 12 cylindres de la Scuderia Ferrari. Pour répondre à la menace italienne, Georges Martin et les motoristes de Vélizy refusèrent de se reposer sur leurs lauriers. Ils retournèrent au banc d'essai pour extraire la moindre once de performance supplémentaire de leur bloc. La puissance fut repoussée au-delà des 470 chevaux. Surtout, ils retravaillèrent le couple. La force de rotation d'un moteur, souvent ressentie comme la capacité brutale à arracher la voiture des virages lents pour la relancer vers sa vitesse de pointe. À chaque relance au virage de Mulsanne ou d'Arnage, le V12 français hurlait en cherchant son adhérence, propulsant les Matra MS-600-110B dans une course-poursuite épuisante contre les prototypes rouges. Durant 24 heures, les moteurs furent poussés dans leurs retranchements absolus, frôlant constamment la zone rouge d'autodestruction. Le métal chauffa, l'huile noircit, mais le V12 de Vélizy tint bon. Matra brisa Ferrari à la régulière, remportant une deuxième victoire consécutive au Mans et s'adjugeant le titre suprême de champion du monde des marques. À ce moment précis, l'échelle du département compétition de Matra ne ressemblait plus à celle d'une simple écurie de course. C'était devenu un véritable complexe industriel d'élite. Dans les ateliers, plus d'une centaine de techniciens, d'ingénieurs et de mécaniciens ne vivaient, ne respiraient et ne travaillaient que pour ce moteur. La logistique déployée par Jean-Luc Lagardère et financée par les fonds inépuisables d'Elf prenait des proportions militaires. Pour engager 3 ou 4 voitures au Mans, Matra devait fabriquer, assembler et tester des dizaines de blocs moteurs de rechange. Chaque V12 nécessitait des centaines d'heures d'usinage. Les soupapes en titane, les vilebrequins équilibrés au milligramme près, les pompes d'injection mécaniques, tout devait être remplacé, révisé ou reconstruit après chaque course. Dans la cour de l'usine, les camions de transport bleu de l'écurie chargeaient des caisses remplies de moteurs de rechange, de pièces détachées et de fûts de carburant spécial, prêts à traverser l'Europe pour imposer la loi de l'ingénierie française sur des circuits comme Spa-Francorchamps, le Nürburgring ou Watkins Glen. Le V12 n'était plus seulement un projet, c'était un empire mécanique qui employait des dizaines de familles et dictait le rythme de la fierté nationale tous les dimanches d'été. En 1974, la consécration fut totale. Matra écrasa de nouveau le championnat du monde et s'offrit une troisième victoire d'affilée aux 24 heures du Mans. Henri Pescarolo, Gérard Larousse, Jean-Pierre Jarier, les pilotes français devenaient des héros nationaux,
portés par le son aigu de ce moteur devenu mythique. Le pays tout entier, des garagistes de province réparant des Simca jusqu'aux ministres à Paris, reconnaissait le hurlement du V12 comme la bande-son de la réussite française. Le moteur avait rempli sa mission étatique. Il avait prouvé que la France pouvait concevoir, fondre, usiner et faire triompher la machine atmosphérique la plus complexe et la plus rapide du monde. Pourtant, dans l'ombre des podiums, sous les douches de champagne et derrière les sourires de façade des dirigeants, une réalité comptable et géopolitique glaciale commençait à rattraper l'usine de Vélizy. Faire hurler un V12 de 3 litres à 10 500 tours par minute demandait un fleuve de carburant. Maintenir une armada de mécaniciens aéronautiques pour reconstruire ses moteurs après chaque week-end coûtait des millions. La France avait son empire mécanique de course. Mais ce que personne ne voulait admettre sous les vivas du Mans en 1974, c'est que ce type de puissance absolue, dévoreuse d'essence et de budget public, était déjà en train de devenir un luxe insoutenable. La première fissure dans l'empire de Vélizy ne vint pas d'une bielle coulée sur la piste du Mans ou d'une erreur de calcul de Georges Martin. Elle vint d'une pompe à essence, d'un baril de brut et d'un changement d'époque. À l'automne 1973, le premier choc pétrolier frappe le monde occidental. Le prix du carburant explose, les économies vacillent, et l'industrie automobile mondiale entre soudainement dans une ère de culpabilité énergétique. En France, le gouvernement instaure des limitations de vitesse pour économiser l'or noir. Dans ce nouveau climat de frugalité imposé, l'équation mathématique et politique du V12 Matra devient soudainement très difficile à justifier pour une entreprise soutenue par l'État. Le moteur de Vélizy était un chef-d'œuvre de respiration atmosphérique, mais c'était aussi un gouffre financier absolu. Pour maintenir ses 470 chevaux et ses 10 500 tours par minute, le V12 exigeait plus de 45 litres d'essence aux 100 km. À une époque où le mot consommation devenait le problème central des constructeurs et des gouvernements, financer un programme d'endurance d'une telle envergure, nécessitant le transport de dizaines de fûts de carburant et de moteurs de rechange à travers l'Europe, commençait à ressembler à une provocation économique. Les dirigeants de Matra et d'Elf, le pétrolier national qui signait les chèques, firent les comptes. La gloire était acquise, mais la facture de la puissance absolue était devenue hors de propos. Fin 1974, la sentence tombe. Jean-Luc Lagardère annonce le retrait officiel de Matra de la compétition automobile en tant que constructeur de châssis. Dans les ateliers, c'est la sidération. Les mécaniciens doivent démonter les barquettes MES 670 victorieuses, nettoyer les blocs moteurs et les ranger sur des étagères ou les préparer pour les musées. Le son qui avait défini la fierté nationale s'éteignait parce que le marché et la géopolitique autour de lui avaient radicalement changé. Le V12 fonctionnait encore à la perfection, mais le modèle économique de l'endurance française venait de céder. Cependant, l'État français et les ingénieurs ne pouvaient pas se résoudre à tuer définitivement ce moteur. Le bloc était encore trop performant, trop symbolique pour être fondu ou oublié. Si Matra ne construisait plus de voitures de course, le moteur allait survivre en devenant un simple fournisseur pour une autre aventure française, l'écurie de Formule 1 de Guy Ligier. L'accord est scellé pour la saison 1976. Les blocs V12, toujours entretenus par les techniciens de Vélizy, quittent leurs luxueux ateliers aérospatiaux pour rejoindre les châssis Ligier construits à Vichy. C'est un choc culturel. D'un côté, la rigueur chirurgicale de Matra, de l'autre, l'esprit commando, rugueux et artisanal de Guy Ligier. Le V12 est greffé à l'arrière de la monoplace Ligier JS5, une voiture au design massif, reconnaissable à son immense prise d'air en forme de théière. Le hurlement strident du moteur français revient hanter les paddocks de Formule 1. La confiance revient lentement. Le moteur, piloté par le Français Jacques Laffite, démontre qu'il n'a rien perdu de sa hargne. Lors du Grand Prix de Suède à Anderstorp en juin 1977, l'impossible se produit. Laffite, au volant de la Ligier Matra JS7, écrase la concurrence et franchit la ligne d'arrivée en vainqueur. C'est un séisme national, c'est la toute première fois dans l'histoire de la Formule 1 qu'un ensemble 100% français, châssis français, moteur français, pilote français et même carburant français avec Elf, remporte une course. Dans les garages de province et les ateliers de Vélizy, les mécaniciens exultent.
Le V12 semble avoir trouvé une seconde vie, prouvant que l'ingénierie de George Martin peut encore battre les redoutables V8 Cosworth britanniques et les V12 Ferrari. Les commandes de développement reprennent. On allège le bloc, on modifie les échappements, on espère que cette victoire n'est que le début d'une nouvelle ère de domination en monoplace. Mais cette résurrection cachait un piège mortel. Le moteur tournait, le son fascinait toujours, mais la Formule 1 était sur le point de subir la plus grande révolution technologique de son histoire. Et cette fois, le combat ne se jouerait pas à l'intérieur des cylindres, mais sous le plancher des voitures. La machine pouvait encore fonctionner, mais le monde de la vitesse pour lequel elle avait été conçue était en train d'avancer sans elle. À la fin des années 70, la Formule 1 subit la plus brutale révolution technologique de son histoire. Le règlement concernant la cylindrée des moteurs ne change pas, mais la compréhension mathématique de l'air, elle, bascule. L'industrie entre dans la dictature de l'effet de sol, un principe aérodynamique radical qui sculpte le soubassement de la voiture comme une aile d'avion inversée, créant une dépression qui aspire littéralement la machine contre la piste. Pour que cet effet de succion fonctionne à des vitesses vertigineuses et permette de passer les virages sans freiner, l'air doit s'écouler librement, massivement et sans le moindre obstacle sous les pontons latéraux de la monoplace. C'est ici que l'architecture même du chef-d'œuvre de George Martin se retourne contre lui. Le V12 Matra, avec son angle d'ouverture à 60 degrés, ses encombrantes culasses à 4 arbres à cames, son imposante pompe d'injection et son entrelac complexe de tubulures d'échappement, est physiquement beaucoup trop large. Il obstrue les canaux d'air. Le bloc moteur, autrefois glorifié pour son équilibre parfait, son allonge et son architecture aérospatiale, devient soudainement un bouchon aérodynamique. Le métal français refusait de se plier aux nouvelles lois du vent. Dans les ateliers de l'écurie Ligier à Vichy, le constat des ingénieurs est cruel. Sur la planche à dessin, les aérodynamiciens démontrent qu'aucune augmentation de puissance du V12 ne pourra jamais compenser la perte d'appui aérodynamique causée par la simple largeur du moteur. Guy Ligier, un patron d'écurie pragmatique dont l'unique obsession est la victoire dominicale, se retrouve face à un choix impossible. La fierté nationale ou le chronomètre. Le chronomètre l'emporte. Dans une décision froide qui choque les puristes de l'industrie française, Ligier décide d'abandonner le V12 Matra pour la saison 1979. Il se tourne vers le grand rival britannique de toujours, le V8 Cosworth DFV, dont la compacité naturelle permet de dessiner des tunnels aérodynamiques absolument parfaits sous la voiture. La preuve de cette trahison mécanique est immédiate et cinglante. Propulsée par le modeste mais étroit moteur anglais, la nouvelle monoplace Ligier JS11 écrase la concurrence au début de la saison 1979. Pour les motoristes de Vélizy, le coup de grâce ne vient pas d'un manque de chevaux, ni d'un défaut de fiabilité. L'ingénierie était intacte. C'était le monde de la vitesse autour du moteur qui avait avancé sans lui. Le son strident du V12 s'éteint dans les paddocks. La logique industrielle voulait que l'histoire s'arrête définitivement ici. Mais le marché automobile français est un théâtre où la politique, les restructurations d'entreprises et la survie des logos défient parfois les lois de la physique. En 1981, le puissant groupe PSA, Peugeot-Citroën, cherche désespérément à relancer la marque Talbot qu'il vient de racheter. Pour imposer ce nom historique à l'international et lui redonner une image de performance, le groupe parisien s'associe à Ligier, formant l'écurie Talbot-Ligier. Les dirigeants de l'automobile française refusent catégoriquement qu'une équipe portant les espoirs d'une grande marque nationale utilise un bloc moteur britannique. Par fierté, par stratégie d'image et sous une pression corporatiste immense, ils imposent à Ligier de se débarrasser du V8 Cosworth et de ressortir le vieux V12 Matra de sa retraite forcée. Ce retour politique est une agonie mécanique. Dans les garages, les mécaniciens doivent accomplir un miracle absurde: réinstaller un bloc lourd, conçu en 1967, dans des châssis ultramodernes des années 80. Le V12 est rebaptisé Matra Talbot, mais le changement d'autocollant sur les couvre-culasses ne modifie pas sa masse. Il est toujours un désastre pour l'effet de sol. Surtout, son appétit féroce en carburant n'a pas disparu. Les pilotes se battent avec des voitures déséquilibrées, alourdies par des réservoirs gonflés à bloc, pour espérer franchir la ligne d'arrivée.
Le Français Jacques Laffite réussit bien l'exploit d'arracher deux ultimes victoires en 1981 en Autriche et au Canada. Mais ces triomphes relèvent du miracle humain sous la pluie bien plus que d'une suprématie technique. Le bloc moteur est à bout de souffle. Les ingénieurs de Vélizy n'ont plus les budgets de développement d'autrefois. La fabrication des pièces de rechange, jadis financées sans compter par l'État, commence à coûter une fortune injustifiable aux comptables de Talbot. Et puis, un nouveau prédateur national vient définitivement clôturer le débat. À Viry-Châtillon, Renault a misé toute sa puissance industrielle sur une technologie radicalement opposée, le moteur turbo. Face au minuscule V6 turbo-compressé de Renault, un bloc de seulement 1,5 litres qui utilise la chaleur des gaz d'échappement pour gaver les cylindres d'air sous pression, l'immense V12 atmosphérique de 3 litres de Matra ressemble à un dinosaure égaré dans la mauvaise décennie. Le moteur Renault est incroyablement compact, infiniment plus puissant, et il n'obstrue pas les flux d'air aérodynamiques. La France n'a soudainement plus besoin du hurlement strident du moteur de Vélizy pour affirmer sa grandeur technologique. Elle a trouvé une nouvelle voie, le sifflement sourd, cracheur de flammes et menaçant du turbocompresseur. La saison 1982 devient un long chemin de croix pour l'Empire Matra. Sur les grilles de départ, la voiture Talbot-Ligier est dépassée. Les abandons se multiplient. Les casses mécaniques, jadis impensables du temps du Mans, s'enchaînent car on tente de faire tourner un moteur trop vieux au-delà de ses limites naturelles pour compenser son poids. Les réservoirs se vident avant la fin des Grands Prix. Le groupe PSA, accablé par l'effondrement des ventes de ses propres voitures civiles et par l'échec commercial de la marque Talbot, décide de couper les vivres. Cette fois, aucune victoire héroïque, aucune intervention de l'État ne viendra retarder l'échéance. Le moteur ne serait plus sauvé par un changement de logo. Le bloc était lourd, l'aérodynamique l'étouffait. La consommation était insoutenable. Le groupe PSC retira l'argent. L'écurie Ligier dut changer de fournisseur. Les mécaniciens rangèrent les outils. Les bancs d'essai furent coupés. Le son quitta les circuits. Le hurlement disparut pour toujours. Le monde qu'il avait créé s'était effondré. Le V12 n'avait absolument rien perdu de sa rage ni de sa complexité, mais il n'y avait tout simplement plus de place pour lui dans un monde redessiné par le vent, l'économie de crise et les turbines de Viry-Châtillon. Après le désastre de la saison 1982 et la fin de l'alliance politique et sportive avec Talbot et Ligier, un silence lourd et définitif retomba sur les ateliers compétition de Vélizy. Le V12 Matra, ce monument absolu de l'ingénierie française, fut définitivement débranché. Il ne serait plus jamais engagé officiellement dans une course automobile de haut niveau par une usine. Matra, l'entreprise visionnaire qui avait conquis les 24 heures du Mans et la Formule 1, tourna le dos à la piste pour se concentrer sur d'autres horizons industriels, concevant plus tard le révolutionnaire monospace-espace pour Renault. L'aérospatiale retourna à ses missiles, à ses satellites et à ses salles blanches étanches, laissant derrière elle les odeurs d'huile brûlée, l'asphalte chaud et les effluves d'essence à très haut indice d'octane. La marque Talbot s'effondra commercialement peu de temps après, avalée par les restructurations et les froids bilans comptables du gigantesque groupe PSA. Ligier, de son C. Ôté dut se trouver de nouveaux fournisseurs étrangers pour survivre dans une Formule 1 désormais dominée par la suprématie implacable et sifflante du moteur turbo-compressé de Viry-Châtillon. Le V12 était devenu une relique encombrante. Mais le moteur V12 ne disparut pas dans les fours des fonderies pour être recyclé en vulgaire métal industriel. Il entra presque immédiatement dans la mythologie mécanique française. Aujourd'hui, la véritable histoire de ce chef-d'œuvre atmosphérique imaginé par Georges Martin ne se lit pas dans les anciens bilans de l'État, ni dans les registres d'homologation de la Fédération automobile internationale. Elle se vit et se préserve dans des sanctuaires physiques, maintenus en vie avec une dévotion presque religieuse par une communauté soudée de passionnés, de mécaniciens retraités, de préparateurs historiques et de restaurateurs de l'extrême qui refusent de laisser mourir ce savoir-faire. Le cœur battant de cette préservation se trouve au centre de la France, au musée Matra de Romorantin-Lanthenay. Là-bas, d'anciens techniciens, des motoristes et de nouveaux gardiens du temple veillent sur les châssis bleus victorieux. Mais l'héritage de ce moteur dépasse largement les murs immobiles du musée. Tous les 2 ans, lors de l'événement Le Mans Classique, le V12 Matra
prouve qu'il refuse de n'être qu'une relique silencieuse. Dans les immenses garages temporaires montés derrière les stands, le simple rituel de démarrage d'un bloc MS-670 rassemble instantanément une foule compacte. Il faut encore aujourd'hui une équipe entière, des manuels d'atelier aux pages jaunies et tachées d'huile, des catalogues de pièces devenues introuvables, des ordinateurs de télémétrie bricolés et un respect absolu de la procédure d'échauffement pour réveiller les 48 soupapes. Et lorsque l'échappement crache sa première flamme, que l'odeur âcre du carburant de course envahit les stands et que le régime moteur s'envole soudainement, la violence stridente du son fige instantanément l'assistance. Ce n'est pas seulement de la nostalgie. Un V12 Matra hurlant sur la ligne droite des Hunaudières ou sur le circuit de Magny-Cours aujourd'hui n'est pas un simple divertissement pour des collectionneurs fortunés ou une attraction de salon rétro. C'est un argument physique irréfutable. Il prouve de manière éclatante l'existence d'une époque industrielle où la France croyait profondément que l'efficacité extrême ne devait pas nécessairement être silencieuse, rationnelle ou cachée sous d'épais capots insonorisés. Il rappelle un moment très précis de l'histoire où l'ingénierie soutenue par l'État et l'ambition nationale absolue s'exprimaient non pas par des algorithmes d'optimisation de batterie, non pas par des partages de plateformes mondialisées entre constructeurs, mais par des explosions de carburant contrôlées à plus de 10 000 tours par minute. Les culasses, les vilebrequins et les carters méticuleusement préservés témoignent d'un temps où la machine était conçue pour dominer l'ANA. Tue l'air et le chronomètre par la seule force de sa brutalité atmosphérique et de sa cylindrée. Un détail fascinant, presque un aveu involontaire de la perfection de son design, survit même dans la culture populaire la plus inattendue. Le son de l'échappement du V12 Matra était si unique, si perçant, et d'une fréquence acoustique si envoûtante que des ingénieurs du son et des réalisateurs de cinéma l'ont secrètement enregistré pendant des décennies pour doubler d'autres voitures dans des films d'action internationaux. Parce que, dans l'inconscient collectif, aucun autre moteur au monde ne traduisait de manière aussi viscérale et terrifiante l'idée pure de la vitesse. Le son a littéralement survécu plus longtemps que le modèle économique qu'il avait financé et que les réglementations qu'il avait autorisées. L'Empire Matra en compétition a brûlé intensément, avec la chaleur d'une étoile filante financée par la volonté publique, et s'est éteint presque aussi rapidement. Georges Martin avait conçu une machine exceptionnelle pour battre Ferrari et vaincre Ford sur leur propre terrain, et il a pleinement réussi sa mission. La France a eu sa couronne et ses héros, mais le VD12 est mort parce que la Formule 1, dictée par l'évolution impitoyable de l'aérodynamique et les crises énergétiques, a fini par exiger une froideur, une compacité chirurgicale et une frugalité que ce majestueux bloc de métal refusait catégoriquement d'offrir. L'atelier comprenait encore le moteur, mais la nouvelle industrie ne jurait plus que par l'efficience. Il n'a jamais fait de compromis avec le vent, et le vent a fini par le condamner à l'immobilité. Quelque part dans les allées silencieuses du musée Matra de Romorantin, ou dans l'obscurité feutrée d'une collection privée, un vieux bloc V12 de 3 litres repose aujourd'hui sur un piédestal d'exposition. Le carter en alliage est figé dans le temps, la majestueuse forêt de tubulures d'échappement est refroidie pour l'éternité, attendant sous la lumière artificielle d'un projecteur un bruit strident que la France moderne n'a plus les moyens, ni l'espace, ni le droit d'entendre. À la prochaine histoire!